Bonjour mesdames, messieurs, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième journée des idées mènent le monde. Mais avant de mener le monde, les idées doivent bien naître, évoluer et être mises à l'épreuve. L'université est un lieu privilégié pour ce faire. François Bayrou a pris dès le début l'initiative d'associer l'université de Pau et des Pays de l'Adour à cette merveilleuse initiative que sont ces rencontres. Et moi maintenant, j'ai le grand plaisir de ne pas vous présenter, mais de laisser la parole donc à mes deux collègues, Charles Aubourg, professeur de géologie à l'université de Pau, et Olivier Vidal, directeur de recherche, qui nous a fait l'amitié de venir ici de Grenoble. Et vous allez suivre sans doute avec beaucoup d'intérêt, comme moi aussi, leur entretien, et je leur laisse la parole. Merci Caroline. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais on va parler à peu près pendant 45 minutes, et ensuite il y aura 15 minutes d'échange avec le public. Donc on ne prendra pas des questions pendant cette première phase de 45 minutes. Voilà, donc Caroline nous a présenté brièvement. Donc vous pouvez voir aussi sur la diapositive que donc, Olivier a publié un livre sur matières premières et énergie. Et donc le titre de notre présentation aujourd'hui, c'est « Le futur des ressources finies dans un contexte de transition énergétique ». Donc j'ai animé il y a 2 ans une conférence à peu près analogue, à peu près sur le même thème, avec Benoît de Guilbon et Jacques Lecacheux. Et donc ici, cette présentation, c'est un peu le complément de cette présentation, de la présentation qu'on a faite il y a 2 ans. Donc on commence ici avec un monde d'exponentiel. Vous avez tous en mémoire des diagrammes qui montrent des évolutions de type exponentiel. On ne va pas faire de mathématiques dans cette conférence. Et je commence donc par cette première diapositive. Et là, je vais laisser la parole à Olivier pour commenter cette diapositive. Merci Charles. Donc effectivement, un monde d'exponentiel, ça veut dire que tous les indicateurs d'activité et de prospérité humaine augmentent au cours du temps et on a une accélération de cette augmentation. Donc c'est ce que l'on peut voir sur la figure qui est en haut à gauche, où vous avez en rouge la population mondiale, en orange, pardon, l'évolution de la population mondiale. On était environ 3 milliards d'habitants sur la Terre dans les années 60, on est actuellement 7 milliards d'habitants, un petit peu plus. On sera 9 milliards en 2050, probablement 11 milliards en 2100. Donc une augmentation qui, au moins jusqu'à présent, s'accélère au cours du temps. Une augmentation de la quantité d'énergie utilisée. Une augmentation de la richesse des sociétés humaines qui est ici mesurée ou plutôt montrée par la courbe rouge qui représente l'évolution du produit intérieur brut au niveau mondial. Et évidemment, si on augmente la population et on augmente la richesse, on s'attend à avoir non seulement une augmentation de l'énergie consommée, mais également une augmentation de la quantité de matières premières utilisées, puisque tout ce qui nous entoure, les bâtiments, les chaises sur lesquelles vous êtes assises, nécessitent d'utiliser des matières premières, et notamment des ressources minérales. Donc vous voyez quelques exemples. Donc la diapositive au milieu en haut montre l'évolution de la consommation d'acier et de ciment entre 3 et 6% par an. Alors, je vais beaucoup parler de taux de croissance, qui sont des pourcentages par an, et je vais tout de suite vous donner quelques indications. Une augmentation de 5% par an, ça veut dire que vous doublez tous les 12 ans. Donc, si on parle d'une consommation qui augmente à 5% par an, à taux constant, ça veut dire qu'on double la consommation utilisée tous les 12 ans. Alors, si on arrive à passer de 1 à 2 en 12 ans relativement facilement, ça va être plus difficile de passer de 2 à 4 et encore plus difficile de passer de 4 à 8, bien sûr. C'est la réalité du taux constant, c'est ces courbes qui montent vers le ciel et qui montent des croissances exponentielles. Alors, on a d'autres métaux, la figure qui est complètement à droite, à gauche, qui montre exactement les mêmes tendances. Ici, pour l'aluminium, le cuivre qui est un métal extrêmement important, dont on reparlera un petit peu
plus longuement tout à l'heure, si l'on veut assurer la transition énergétique et passer vers un monde décarboné qui va être de plus en plus basé sur l'électricité, où le cuivre, évidemment, est un métal extrêmement important. Et puis, en bas, complètement à droite, vous avez l'augmentation de ce qu'on appelle des petits métaux, qui sont des métaux technologiques avec des noms assez barbares, indium, gallium, sélénium, terres rares, etc., qui sont utilisés dans les hautes technologies, principalement dans les technologies de l'information et de la communication, mais également pour la fabrication de structures qui vont produire de l'énergie à partir de sources renouvelables. Et là, vous voyez, l'augmentation est extrêmement forte, 10% par an. Ça veut dire qu'on peut avoir des doublements de la consommation, on va dire, tous les 5 ans à peu près. Alors toute cette augmentation, ce monde exponentiel qui monte toujours ses croissances avec une accélération importante, d'utilisation, je répète, d'énergie, de matières premières, ont des conséquences évidemment sur l'environnement, puisque toute activité anthropique, toute activité humaine entraîne des conséquences. Et c'est les figures que vous voyez en bas à gauche, bleutées, qui montrent l'augmentation notamment de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc complètement à gauche en haut pour le dioxyde de carbone, mais il y a d'autres gaz à effet de serre comme le méthane par exemple. Et puis d'autres indicateurs, je ne vais pas tous les détailler, qui montrent également une dégradation ou en tous les cas un impact croissant de nos activités sur le milieu naturel. Oui, donc un monde d'exponentiel que vous connaissez tous, c'est des images qu'on voit pratiquement tous les jours dans les médias. Et moi, je suis toujours un peu déçu que dans ce type de présentation de diagramme, on ne montre pas non plus l'évolution de l'espérance de vie, qui elle aussi a une croissance très forte, et de la qualité de vie de chacun. Mais donc là, tout ça, c'est des diagrammes qui inquiètent beaucoup la population, très clairement. Donc, on va passer maintenant sur les gisements de ressources primaires et leur impact environnemental, avec, sur ces deux diagrammes, vous le voyez, donc une concentration en baisse et des déchets en hausse. Et donc là, à nouveau, je laisse la parole à Olivier. Oui, alors ce qu'on a vu précédemment sur les impacts environnementaux, c'était d'une manière globale. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux ressources minérales proprement dites. Donc les ressources minérales que l'on appelle primaires sont extraites à partir de notre environnement, c'est-à-dire c'est des mines qu'on va ouvrir, on va récupérer des roches et on va tirer les métaux depuis ces roches. Les roches qu'on utilise couramment, bien sûr, sont concentrées en ces métaux, sont le plus concentrées possible, mais les gisements naturels de ces roches, où on peut extraire des métaux de manière assez facile, ont été épuisés. C'est-à-dire qu'on est capable d'extraire des métaux à partir de roches très concentrées, facilement accessibles, ça c'est relativement aisé, et puis quand il n'y en a plus, on va être obligé de se tourner vers des gisements qui sont plus pauvres, donc où la concentration va être moins importante. Mais si on utilise des gisements qui contiennent 10% de cuivre, on va produire une quantité de déchets qui est ce qu'elle est. Si on utilise des gisements qui sont 10 fois moins concentrés, évidemment, on va avoir 10 fois plus d'impacts environnementaux. Donc ce que vous voyez sur la figure à gauche, cette grande ligne bleue, montre la tendance générale de concentration des gisements naturels exploités. Et sur cette figure sont représentées toute une foultitude de choses. Bon, j'arrive pas à les lire ici, mais enfin, il y a des gisements de cuivre, il y a des gisements de diamants, des gisements d'uranium, etc. Et la tendance générale, sans entrer dans le détail, vous la voyez, elle est marquée par la ligne bleue. On a au cours du temps un appauvrissement des gisements en concentration, c'est-à-dire que l'on va créer de plus en plus, il faut mobiliser de plus en plus de roches pour arriver à extraire la même quantité de la substance qui est recherchée, encore une fois, ça peut être des métaux, ça peut être, il y a le cas des diamants, par exemple. Donc non seulement la tendance générale que l'on a décrite à l'aide des figures précédentes et qui considérait toutes les activités humaines avec une évolution exponentielle s'applique, bien sûr, pour le cas particulier des ressources minérales. Je pense qu'il y a d'autres illustrations sur la diapositive suivante c'est un exemple que je donne ici. Il y a
quelques décennies, on pouvait extraire de l'or, c'est l'exemple de l'or ici, hein, à partir de roches qui est très concentrées et qui sont situées dans la partie gauche du diagramme. On avait des émissions de CO2 lors de la récupération de cet or qui était très faible. Et puis, au fur et à mesure où les gisements facilement accessibles sont épuisés, on se dirige vers des gisements de plus en plus concentrés. Et là, les quantités d'énergie utilisées, les quantités de CO2, vous voyez, augmentent très rapidement avec le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de pénurie parce que les gisements très concentrés sont exploités, simplement parce qu'on est capable d'extraire les métaux à partir de gisements qui sont moins concentrés, mais les impacts sont de plus en plus importants. Très bien, donc une vision qui peut paraître un petit peu inquiétante. Donc souvent, vous avez vu que le titre, c'était « Ressources finies ». Donc évidemment, on vit sur une Terre et on imagine tous une Terre finie, donc avec des ressources qui sont de fait par essence finies, et tout le monde a raison là-dessus. Et pourtant, donc on va voir que les ressources augmentent. Donc sur cette diapositive, donc le titre de cette manifestation, c'est « Demain, un autre monde ». Donc avec la COP21, les objectifs après 2050, c'est passage à un monde décarboné. Et donc Olivier va nous démontrer que ce monde décarboné va se traduire par une utilisation croissante des métaux. Alors oui, une des grandes difficultés du passage d'un monde actuellement basé sur l'utilisation d'hydrocarbures fossiles à un monde où on utiliserait par exemple des énergies renouvelables. En fait, il y a plusieurs difficultés. J'ai dit une des difficultés, mais il y en a au moins deux. La première, c'est, vous le savez tous, les énergies renouvelables ont un caractère intermittent. Quand il n'y a pas de soleil, on ne peut pas utiliser de panneaux solaires. Quand il n'y a pas de vent, on ne peut pas utiliser d'éoliennes. Une autre difficulté qui est probablement moins ancrée dans l'esprit des gens, c'est que les énergies renouvelables sont certes très abondantes, mais elles sont très diluées. Et donc pour récupérer ces énergies renouvelables, que ce soit le soleil ou le vent, et transformer cette énergie en électricité, par exemple, eh bien, il faut des grosses infrastructures. Les dernières éoliennes qu'on produit, des éoliennes qui sont offshore, marines, d'une puissance, on va dire, de 6 MW, donc c'est quand même des éoliennes qui sont très puissantes, mesurent 170 mètres de haut. Donc ça vous donne une idée quand même de l'infrastructure dont on a besoin. Et pour produire cette infrastructure, bien sûr, il faut des matériaux. Il faut non seulement du ciment, mais il faut du fer, de l'acier, du cuivre et plein d'autres choses que je ne décrirai pas ici. Donc si on fait quelques petites projections en fonction de scénarios de transition énergétique qui sont proposés, et il y en a toute une foultitude qui ont été proposées jusqu'à présent. Donc on va faire une estimation moyenne et uniquement pour le cuivre, vous avez les chiffres ici pour la production d'électricité. Pour construire cette infrastructure de production d'électricité, il nous faudra environ 70 millions de tonnes de cuivre. Actuellement, une année de production mondiale pour toutes les applications, c'est 20 millions de tonnes. D'accord ? Il nous faut, on va dire, à peu près 3 millions de tonnes de cuivre pour le stockage, pareil pour le transport et la distribution d'électricité. Et puis après, une fois qu'on a produit cette électricité, bien sûr, il faut l'utiliser. Donc si on ne se concentre que sur les véhicules hybrides et électriques, pareil, pour changer la flotte actuellement qui existe, on a un peu plus d'1 milliard de véhicules actuellement dans le monde. Cette proportion va augmenter. On peut envisager 2 milliards d'ici 2050. Et si on veut transformer la flotte existante en des véhicules électriques, il faut plus de 50 millions de tonnes de cuivre. Donc si on additionne tout ça, ça nous fait des quantités de cuivre entre 100 et 300 millions de tonnes. Alors ça vous dit peut-être rien, mais je vais illustrer sur la diapositive suivante ce que ça veut dire. Donc c'est des besoins qui viennent en addition des besoins dont on a parlé précédemment pour des technologies constantes et qui dérivaient uniquement de l'augmentation de la population et de la richesse. C'est des besoins additionnels. Alors vous voyez sur la photo que vous avez là, c'est la photo d'une mine de cuivre historique qui est en Utah, aux États-Unis. Ce trou fait 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur. Donc c'est pas un petit trou. De ce trou ont été extraites 18 millions de tonnes de cuivre sur 100 ans.
Donc l'équivalent d'une année de production actuelle. D'accord ? Et il faut entre 5 et 15 fois l'équivalent de cette mine à extraire dans les 30 prochaines années, juste pour la transition énergétique, donc juste pour produire les 100 à 300 millions de tonnes dont je parlais précédemment. Voilà, c'est ça la réalité, pas seulement de la transition énergétique, mais également d'une augmentation de la consommation de métaux. Mais c'est vrai évidemment pour toutes les autres ressources. Donc la transition énergétique n'est pas un chemin facile a priori. Donc un monde exponentiel. Et la question, c'est évidemment, on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une Terre finie. Et donc la question que chacun se pose, mais combien de temps, hein, évidemment, est-ce qu'on peut durer comme ça? Donc là, oui, alors il y a une approche quantitative qui a été publiée en 1972 déjà, avec un modèle d'évolution, le fameux rapport du Club de Rome, et dont je vais laisser maintenant Olivier le décrire. Oui, vous avez sûrement vu passer des messages assez alarmistes considérant les ressources et notre gourmandise croissante dans un monde qui est la Terre, qui est fini, évidemment nous invite à réfléchir sur le caractère pérenne de cette augmentation de la concentration. Alors ça, c'est effectivement des résultats historiques qui ont été obtenus par le Club de Rome. Le Club de Rome a été un groupe d'industriels qui a mandaté le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis pour essayer d'avoir une représentation mathématique et physique de l'évolution du monde. Et ce qu'ils ont montré à l'époque, donc 72, ça commence déjà à dater, ce qu'ils ont montré, c'est que dans tous les cas, vous voyez la première partie du diagramme, depuis 1900 jusqu'à 2000, montre les évolutions exponentielles dont j'ai parlé précédemment, hein, une croissance de la population, une croissance du produit industriel, une croissance de la pollution, vous voyez, en bas, jusque dans les années 2000. Et puis ensuite, on atteint un pic au-delà duquel on observe un collapse à la fois de la population, mais également de la quantité de nourriture qui est produite, etc. Et le facteur déclencheur, d'après leurs études à l'époque, de ce collapse, c'est la diminution de la quantité de ressources disponibles et de ressources fossiles qui est marquée par cette courbe rouge. Donc ces approches qui ont été extrêmement intéressantes en leur temps faisait quand même une hypothèse qui est celle que l'on va discuter dans la suite, d'un stock de ressources fini et qui n'évoluait pas au cours du temps. Donc on a une quantité de métaux que l'on peut aller extraire du sol et du sous-sol qui est finie parce qu'on habite sur un monde fini. Et à l'époque, ils ont utilisé les quantités de ressources qui étaient estimées à l'époque et ils ont obtenu ce genre de scénario. Or, ce que l'on va voir dans la suite, c'est que les quantités de ressources qui sont disponibles changent avec le temps et augmentent avec le temps parce que la technologie elle-même augmente avec le temps. Et ce qu'on ne savait pas faire dans le passé, on peut le faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les impacts environnementaux ne sont pas à prendre en compte, hein, ils augmentent, eux, obligatoirement. Mais en tous les cas, cette avancée de la technologie, ce progrès technologique est à prendre en compte pour estimer le futur des ressources et au moins pour le discuter. Ce qui n'a peut-être pas été fait de manière tout à fait détaillée dans cette première modélisation dynamique qui était pionnière et dont les résultats sont extrêmement intéressants. Mais il faut aller un petit peu plus loin maintenant si on veut réfléchir. D'accord, donc les ressources finies augmentent. Ça, c'est un bon teaser, comme on dit, pour la suite. Et donc, effectivement, est-ce que les ressources sont finies? On le sait qu'elles sont finies, mais pourtant, elles augmentent. Donc, on va essayer d'explorer cette voie-là. Donc, en démarrant donc, sur le cas classique du pétrole. Alors, donc, moi, ça, c'est un petit peu... je suis responsable d'une formation où je forme donc, les étudiants au métier du pétrole. Et donc, vous avez tous entendu parler du cas classique du pic pétrolier, qui a été prévu par Huppert dans les années 50-60. Et vous avez certainement tous entendu que le pic pétrolier ne cesse d'être dépassé. Enfin,
on ne sait pas si on a des réserves pétrolières pour dans 20 ans, pour dans 200 ans, pour dans 1000 ans. Est-ce qu'on est sur un plateau de production? Donc il y a ici une chose qui, effectivement, on sent bien que le schéma simpliste de dire il y a des ressources pétrolières finies, évidemment qu'elles sont finies. Avec votre pioche, si vous voulez taper dans un sol pour obtenir du pétrole, ça c'est terminé, et depuis longtemps. Par contre, un pétrole à 100 $, il y a encore des perspectives devant nous. À 200 $, il y a des perspectives encore plus lointaines. Donc on sent bien que le coût de production, c'est une des clés dans l'estimation des réserves. Et donc là, maintenant, je relance la parole à Olivier. Oui, il y a peut-être une précision à apporter à ce stade, c'est la différence entre ce que l'on appelle ressources et réserves. Les ressources, c'est tout ce que la nature, dans sa générosité, nous offre, mais que l'on ne peut pas forcément extraire à des coûts économiques acceptables. Les réserves, c'est la partie que l'on peut extraire à ces coûts économiques acceptables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous augmentez le prix d'une ressource, le prix à la vente, vous pouvez augmenter les coûts de production et donc vous pouvez mécaniquement augmenter vos réserves parce que vous allez pouvoir extraire des ressources à un prix plus élevé et donc de moins bonne qualité. Alors, ce qu'on voit ici, c'est à gauche, la courbe verte, c'est la production de pétrole, enfin d'hydrocarbures, aux États-Unis depuis 1900 jusqu'à 2020. C'est la courbe verte. La courbe rouge, c'était la prédiction qui a été faite par Ebert à l'époque, en faisant quelques approximations, notamment sur les stocks d'hydrocarbures disponibles. Et vous voyez que l'évolution qu'il avait prévue dans les années 50, avec un pic de consommation et un pic de production dans les années 70, a été vérifiée. On a bien eu un déclin, c'est ce qu'on voit sur cette courbe verte, après les années 1970. Cela dit, c'est la même prédiction faite au niveau mondial n'a pas du tout été juste. Donc au niveau mondial, c'est le graphique de droite, la production réelle, c'est la courbe rouge, et la prédiction de Ebert, c'est la courbe bleue. Et vous voyez que Ebert a largement sous-estimé la consommation et la production d'hydrocarbures au niveau mondial. La courbe verte que vous voyez à la fin, c'est maintenant, avec la technique qui a été développée par Ebert, les prédictions qu'on peut faire. Donc, à nouveau, un effondrement de la production d'hydrocarbures au cours du temps. On peut se poser la question, est-ce que ces prédictions ont une raison d'être plus réalistes maintenant qu'elles ne l'étaient dans les années 70 ? C'est pas certain. Donc, ce qu'on peut tirer de cette affaire-là, c'est que dans certains cas, ça marche, dans certains cas, ça ne marche pas. La deuxième observation qui est importante, sur le graphique de gauche, vous voyez que la production d'hydrocarbures augmente soudainement au début des années 2000. C'est la courbe verte qui repart à l'augmentation. Ça, c'est le passage aux États-Unis d'hydrocarbures conventionnels à l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels, qui était, à l'époque où Ebert a fait ses prédictions, absolument pas envisagé comme source d'hydrocarbures potentiels dans le futur. Donc on voit bien qu'on a changé le type de ressources qu'on exploite et évidemment sa qualité, puisque c'est beaucoup plus difficile d'extraire des hydrocarbures non conventionnels que conventionnels. Et ça a été possible grâce à une amélioration de la technologie. Donc toute prédiction de type Ebert ne prend pas en compte évidemment cette amélioration technologique, et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Je voulais préciser sur l'augmentation, sur cette augmentation de la courbe verte sur le graphique de gauche. Donc c'est une chose qui n'avait été absolument pas prévue par notamment les gens qui travaillent dans le milieu et notamment certains collègues que je ne citerai pas à Total. Donc vraiment, ça a été une surprise. Donc de telles surprises peuvent aussi apparaître dans un futur. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des technologies, des choses dont on n'a absolument pas idée aujourd'hui et où même les meilleurs spécialistes, les meilleurs économistes n'ont même pas idée actuellement de ce type d'évolution. Donc là, sur ces deux graphiques qui sont ici, donc on voit sur le graphique de gauche que les réserves augmentent. Donc voilà, alors les réserves, attention, ce n'est pas les ressources, c'est les réserves. Voilà, donc Olivier a bien fait cette précision. Et pourquoi les réserves augmentent? Parce que le type de ressources va changer. Et je vous ai parlé du non conventionnel, ce qu'on appelle les gaz de schiste ou les huiles de schiste. Ça a changé la donne. Les pétroliers parlent de game changer, donc de quelque chose qui va changer le modèle économique. Et donc là, à nouveau, je laisse la parole à Olivier.
Oui, on va regarder la figure de droite. Là, vous voyez que complètement à gauche, sur cette figure de droite, vous avez un petit carré bleu là, qui représente, on va dire, les hydrocarbures conventionnels, faciles à extraire, qui ont été extraits pendant longtemps. Et la taille de cette boîte nous montre, en première approximation, la taille des réserves. Quand on épuise ce type d'hydrocarbures, on va se diriger vers d'autres gisements qui vont être plus difficiles à exploiter, des gisements en mer, des gisements extrêmement profonds, les sables bitumineux, etc. Donc on va avoir à chaque fois, on va remplacer une ressource facilement extractible à un coût relativement réduit par d'autres ressources beaucoup plus difficiles à accéder, mais qui existent quand même. Et si la technologie se développe de manière à pouvoir extraire cette nouvelle ressource de moins bonne qualité à un coût à peu près constant, ben on a gagné, on augmente nos réserves de manière mécanique. Donc on se déplace sur cette figure de la gauche vers la droite. Les réserves augmentent avec le temps, mais ça nécessite une augmentation de la technologie, enfin une amélioration de la technologie, évidemment. J'ai une petite anecdote là-dessus, ce que je raconte à des étudiants, et c'est une anecdote qui m'a été racontée par un collègue pétrolier, c'est que le pétrole, ça vient d'une roche, enfin la roche produit, par la dégradation de la matière organique, elle va produire donc de l'huile. Et là, imaginez une roche qui a 100 litres d'huile, par exemple. Donc sur les 100 litres d'huile produits, vous avez à peu près 30 à 40 litres qui vont être extraits vers la surface. Voilà. Et sur les 30 à 40 litres qui vont être extraits vers la surface, vous allez avoir 1 litre qui va être piégé. Ça veut dire que globalement, vous avez 30 à 40 litres qui vont être dissipés dans les océans ou à la surface des continents. Donc il y a une perte naturelle des hydrocarbures qui est tout à fait naturelle. Et la vie s'est appropriée de ces pertes, si j'ose dire. En revanche, donc, vous avez 1 litre qui a été stocké dans une roche et sur ce litre, on parvient à récupérer au mieux 30 à 40%. Donc vous imaginez que dans ces roches qui ont donné de l'huile, aujourd'hui, vous avez encore peut-être potentiellement 50% d'huile qui n'a pas été captée encore. Donc vous imaginez, les réserves sont considérables. Avec les tendances sociétales aujourd'hui, on n'ira jamais vers ça, je pense, c'est clair et net. Mais c'est juste pour vous illustrer le fait que il y a des réserves et les gens ne pensaient pas forcément à ces réserves ou ne pensaient pas pouvoir accéder à ces réserves il y a encore 20 ans. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut accéder à une partie de ces réserves. Donc c'est pour vous expliquer que les réserves, eh bien, effectivement, cette notion de réserve, c'est quelque chose d'extrêmement important dans cette problématique. Donc là... Oui, bon, c'est le même genre d'illustration. Là, c'est le cas du cuivre. Vous voyez la production de cuivre au cours du temps depuis 1900 jusqu'à 2010. C'est le graphique de gauche. Donc, on revient sur ces évolutions exponentielles. Et puis, à droite, c'est l'augmentation des réserves. On avait de réserves de cuivre 25 millions de tonnes de cuivre en 1900. Actuellement, on a 750 millions de tonnes de réserves de cuivre. Donc, non seulement la production a augmenté, mais les réserves de cuivre ont également augmenté au cours du temps. Évidemment, sur ces 750 millions de tonnes de réserves de cuivre que l'on a actuellement, on n'aurait pas pu l'extraire avec les technologies qu'on avait en 1900. C'est bien, j'insiste là-dessus, c'est bien l'amélioration des technologies qui augmente mécaniquement les réserves. Donc certes, on est dans une consommation qui devient de plus en plus importante, certes, notre monde est fini, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en pénurie. Voilà, donc ça, je crois que c'est un message important et où on sent que le mot-clé là-dedans, c'est quand même l'amélioration technique, l'aspect technologique. Et on va voir qu'il existe quand même une limite à ça, évidemment. Hein, vous le sentez bien, qu'on ne peut pas augmenter ses réserves de manière indéfinie. Donc le point ici sur cette diapositive, c'est que on a donc bien compris que les réserves augmentaient, mais aussi leur qualité va diminuer. Évidemment, on va chercher à des concentrations de plus en plus faibles. Et là, Olivier ? Oui, bon, on a déjà illustré ça, hein, une baisse effectivement de la qualité des ressources, mais je vous ai aussi mentionné tout à l'heure qu'il fallait, dans le cas du cuivre par exemple, si on va vers des gisements moins concentrés, mobiliser de plus en plus de roches, donc ça va demander de plus en plus d'énergie, or l'énergie a un coût, donc comment est-ce qu'on arrive à garder des coûts des matières premières relativement stables, et c'est le cas pour tous les métaux. Si vous regardez l'évolution du prix des métaux en monnaie constante depuis 1900 jusqu'à présent, on a même plutôt eu une diminution au cours du temps qu'une augmentation. Donc là, il va falloir réfléchir sur la raison, comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'on peut aller vers des ressources de mauvaise qualité en maintenant des coûts de production et un prix stable ?
Voilà, donc c'est encore une énigme. Donc là, il va falloir qu'on accélère un petit peu, j'ai l'impression. Donc, encore des graphiques, je suis désolé, mais il faut quand même expliciter ça. Sur le graphique en haut à gauche, vous avez l'évolution du prix d'une cinquantaine de métaux en fonction de leur concentration dans les roches naturelles, qui est l'axe horizontal. C'est-à-dire qu'en haut à droite de la figure, vous avez tous les métaux très, très rares et très dilués, du type l'or, le platine, le palladium, qui sont à concentration très basse dans les roches naturelles. Et puis en bas à gauche, vous avez les métaux très concentrés, comme le fer, l'aluminium, etc. Et ce qu'on voit, c'est que si on fait une représentation dans un espace logarithmique, on a une droite, c'est-à-dire que le prix est une fonction directe de la concentration de ces métaux dans les roches naturelles. Vous pouvez faire la même chose avec l'énergie qu'il a fallu utiliser pour produire ces métaux et vous obtenez aussi une droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement le prix d'un métal, mais c'est vrai pour quasiment n'importe quelle substance, est fonction de sa rareté. Ce qui est rare est cher, c'est pas nouveau. Et bien là, vous avez vraiment l'illustration de cette chose-là. Plus vous avez quelque chose qui est dilué, plus son coût de production va être élevé et plus le prix va être cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais ça c'est pour un instant donné, c'est un instantané pour des technologies données. Ça veut dire que si vous diminuez la concentration des gisements exploités, obligatoirement vous devez avoir une augmentation du prix qui est marquée par la courbe pointillée en rouge sur la figure du bas. Donc un prix qui doit augmenter au cours du temps. Ça vous semble logique? Ok. Ça, c'est pour des technologies données, c'est un instantané. Or, si on regarde sur le long terme, à gauche, vous avez le prix réel du cuivre, et vous voyez qu'on n'a pas du tout eu d'augmentation. On a même eu plutôt une diminution entre 1900 et le début des années 2000. Donc la seule manière d'expliquer ça, c'est de prendre en compte l'amélioration technologique. L'amélioration technologique fait qu'on fait des économies d'échelle, on devient de plus en plus performant, de plus en plus efficace, et on peut pallier le coût additionnel d'énergie nécessaire pour passer d'une ressource de bonne qualité vers une ressource de basse qualité par cette amélioration technologique. Et si on fait un modèle où on prend en compte à la fois l'amélioration technologique et la baisse de concentration, eh ben on obtient la courbe orange sur la figure de droite, vous voyez, où on a dans un premier temps une diminution du prix. C'est parce qu'on devient de plus en plus efficace alors que l'effet de la baisse de concentration des gisements n'est pas très important. Et puis, il y a un moment donné où on n'arrive plus à compenser la dégradation de la qualité de la ressource par l'amélioration technologique. Et là, on a un point rouge qui est marqué sur cette figure, qui est maintenant, en 2015, où on a un rebroussement et le prix augmente inexorablement parce que l'amélioration technologique ne peut plus compenser la baisse de qualité des ressources. Cette amélioration technologique dont je vous parle, à peu près de 1% par an, qu'on a vu entre les années 1900 et 2015, on l'observe quasiment pour tous les métaux. Quelques exemples ici. La quantité d'énergie pour produire du fer, à gauche. Vous voyez qu'on était à peu près à, on va dire, 60 mégajoules par kilo dans les années 50. Actuellement, on est à 20 mégajoules par kilo, donc on a largement amélioré l'efficacité énergétique. Pareil pour l'aluminium, je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Mais il y a une limite à cette amélioration qui est marquée par la ligne verte que l'on voit sur cette figure. La ligne verte, c'est la quantité minimum d'énergie qu'il faut pour transformer un oxyde de fer, qu'on trouve dans les minerais, en du fer métal. On ne peut pas diminuer, on ne peut pas passer en dessous de cette limite thermodynamique. C'est impossible. La physique nous dit que c'est impossible. Donc clairement, on voit que plus on se rapproche de cette limite, plus ça va être dur de faire des progrès. En gros, c'est ça l'idée. Et on est très proche, enfin on est relativement proche de cette limite actuellement. Donc ce qu'on a su faire dans le passé, le message c'est que ce qu'on a su faire dans le passé, peut-être qu'on aura beaucoup de mal à le faire dans le futur. Donc le passé, regarder le passé c'est important, mais ça ne préjuge pas de notre capacité à réaliser la même chose dans le futur. Très bien, donc une petite synthèse à ce stade, à 12 minutes de la fin de cette présentation, avant les questions. Donc vous avez pu voir une chose, c'est que les réserves, elles augmentent dans un monde de ressources finies, et ça vous avez compris pourquoi. C'est parce qu'on a un progrès technologique qui permet donc d'accéder à plus de réserves. La qualité des réserves diminue, c'est-à-dire qu'on va chercher à des concentrations de plus en plus faibles, qui sont de plus en plus énergivores. Pour l'instant, on a maintenu des coûts de production, donc ça c'est assez surprenant,
Mais Olivier nous a bien montré une chose, c'est qu'on arrivait sur un point de rebroussement où les coûts de production vont probablement augmenter, sauf évidemment s'il y a une évolution technologique, un changement de modèle économique qui va changer la chose. Voilà. Et donc nous sommes proches, c'est le 4e point, nous sommes proches des limites physiques de l'amélioration technologique d'extraction. Donc on va maintenant passer sur un autre domaine. Quelle demande? Donc oui, alors, évidemment, jusqu'à présent, on a parlé d'aspects un peu technologiques et puis on a regardé ce qui s'était passé jusqu'à présent. Maintenant, si on veut discuter du futur des ressources, il faut avoir une estimation de la demande future. Pour vous donner juste une illustration, actuellement, depuis, on va dire, 1900, on extrait, enfin, le taux de croissance de la demande est d'environ 3% par an. Si on continue sur 3% par an, ça veut dire qu'on couvre toute la planète Terre d'une plaque de cuivre d'1 centimètre d'épaisseur en 350 ans, dans les 350 ans futurs. Hein, c'est ça la réalité d'une croissance exponentielle. Évidemment, on n'a pas besoin de ça. Si on continue pendant 500 ans, on couvre toute la Terre d'une plaque de cuivre d'1 mètre d'épaisseur. Okay, si on continue pendant 800 ans, on couvre la Terre de 30 mètres de cuivre. Bref, vous avez compris, il y a un moment donné où évidemment on n'aura pas besoin de cette croissance exponentielle qui ne peut pas se poursuivre à l'infini, mais on n'en a pas besoin. Donc il faut vraiment évaluer la demande. Vas-y, je ne sais pas ce qu'il y a après. Oui, donc pour évaluer cette demande, évidemment, là, il faut modéliser. Il faut avoir un modèle qui prend en compte à la fois l'évolution des réserves, l'évolution technologique, l'évolution de la population mondiale, les nouveaux usages, etc. Donc c'est très dur à faire, mais on peut illustrer ça d'une manière assez simple. En haut à gauche, vous avez 2 courbes, bleues et rouges. C'est l'évolution de la population mondiale et l'évolution du PIB jusqu'au point jaune au milieu, c'est à peu près aujourd'hui. Et puis après, les projections qui sont faites pour la population en bleu, où on arrive à 11 milliards en 2100, et puis on va considérer qu'on a une stabilisation de la population. Pareil pour la richesse, pour le produit intérieur brut, c'est la courbe rouge, et ensuite une stabilisation. Or, ce qu'on voit si on regarde le passé, c'est que la quantité de cuivre utilisée par les habitants d'un pays varie en fonction du niveau moyen de richesse de ces pays. C'est ce que vous voyez sur la figure qui est en haut à droite. Cette flèche grise montre l'évolution de la consommation de cuivre par habitant en fonction de, finalement, la richesse par habitant, c'est le point de PIB par habitant. Donc plus un pays devient riche, il se déplace de la gauche vers la droite, plus la consommation de cuivre augmente. Et puis il y a un moment donné, il y a un effet de saturation qui est à peu près à 10 kg de cuivre par habitant pour environ 20 000 $ de PIB par habitant. C'est normal, on le comprend bien, on n'est pas capable de conduire 5 voitures en même temps, on n'est pas capable de téléphoner avec 3 téléphones en même temps, donc il y a un moment donné où il y a un niveau de saturation dans la société. Bon, si on combine toutes ces tendances-là, on obtient ce que vous voyez sur la figure du bas. On consomme actuellement 20 millions de tonnes de cuivre par an au niveau mondial et on risque d'avoir une demande de 70 millions de tonnes par an en 2100, okay, avant d'avoir une stabilisation. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à suivre cette tendance. Et est-ce qu'on peut le faire? La question, si on la pose comme ça, la réponse d'un géologue à peu près normalement constitué est non, on ne peut pas. Je confirme. Voilà. Donc c'est une telle demande qu'on ne peut pas. Mais il n'y a pas que du cuivre primaire qu'on peut utiliser, on peut aussi recycler le cuivre. Et c'est le grand avantage des métaux, et particulièrement des métaux purs, non alliés, de type du cuivre. Donc ce qu'il faut, c'est estimer la part de cuivre recyclé et la part de cuivre primaire. Et je ne décris pas la figure de gauche parce qu'on n'a pas le temps. Je vous demande de regarder la figure de droite. La quantité de cuivre primaire dont on va avoir besoin dans le futur pour suivre la demande globale, qui est la courbe bleue, cette quantité de cuivre primaire est représentée par la courbe rouge. Donc vous voyez qu'on augmente jusqu'à peu près au milieu du siècle. Et puis après, on diminue un peu. Et puis après, on a un plateau. D'accord ? Tout le reste, la courbe verte, c'est le cuivre qu'on pourra recycler dans le futur. Alors pourquoi cette courbe augmente? C'est très simple. Le cuivre que l'on recycle actuellement, c'est le cuivre qu'on a produit il y a 30 ans. Parce que la durée de vie du cuivre dans tous les biens de consommation est d'à peu près 30 ans. Or, il y a 30 ans, on avait une production globale de cuivre qui était la moitié, je dis ça au hasard, ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tous les cas bien inférieure
de la production et de la consommation actuelle. Donc ça veut dire que la quantité de déchets de cuivre dont on dispose est bien inférieure à la quantité de cuivre dont on a besoin aujourd'hui. Ça, c'est le principe de la croissance. Tant qu'on est en croissance, le recyclage ne peut pas être efficace. Il peut être efficace, mais il ne peut pas subvenir à nos besoins. Par contre, dès que la consommation commence à se stabiliser, là, le recyclage devient important puisque la quantité de produits en fin de vie dont on dispose correspond à peu près à notre consommation globale. Okay, donc, on a cette consommation, enfin cette production de cuivre recyclé qui augmente. Et finalement, en 2100, la quantité de cuivre primaire qu'on doit assurer, c'est simplement pour équilibrer les pertes de cuivre au cours du recyclage, puisqu'on n'est pas capable de recycler à 100%. D'accord ? Donc ça, c'est une vision plutôt positive quand même, et qui est le résultat d'un modèle réaliste. Hein. Donc à ce sujet, au sujet de ce modèle, donc Olivier a construit un modèle. Vous avez vu plusieurs modèles, le modèle de Hubert, le modèle du Club de Rome. Donc là, Olivier a travaillé sur un modèle qui est plus intégré, qui intègre de l'économie, qui intègre des aspects, enfin un modèle plus complexe qui... Alors attendez, ah non, on a enlevé la diapositive parce qu'on savait qu'on allait être juste en temps. Et donc ce modèle plus compliqué, donc conduit, qui intègre cette économie, donc va apporter le scénario que vous avez sous les yeux et que donc Olivier va nous décrire. Oui, la figure en haut, la courbe rouge en haut, c'est une approche de type Hubert, hein, donc un pic comme le pic pétrolier, où effectivement, si on prend que les ressources primaires, qu'on ne contraint pas le modèle par une demande telle qu'on l'a évaluée avant, et qu'on continue à monter à 3% rapidement aussi longtemps que l'on peut le faire, eh bien effectivement, on a un pic de production au milieu dans les années 60, 2060, et puis après un collapse irrémédiable de la production pour des raisons économiques que je ne détaillerai pas ici. Dans ce schéma-là, le prix réel, enfin le prix anticipé du cuivre est marqué par la courbe noire. Donc vous voyez que le prix du cuivre monte vers le ciel et évidemment la demande doit s'arrêter. C'est ça, c'est le principe du collapse. Dans la figure du bas, au contraire, on prend en compte cette évolution de la demande telle que je l'ai décrit précédemment. On prend en compte le recyclage du cuivre. Et là, on arrive à une augmentation du prix, toujours la courbe noire, qui est certes consistante. Hein, on multiplie le prix du cuivre par environ 3 en une centaine d'années, mais qui est acceptable, que l'on peut se permettre. Ce qui n'est pas le cas de la courbe du haut. Donc la courbe du haut, c'est collapse, c'est la théorie du collapse à laquelle moi je ne crois pas. La courbe du bas, c'est une dimension qui prend, enfin un scénario qui prend à la fois en compte les réalités géologiques, les réalités du recyclage, ou en tout cas anticipées, et puis des contraintes économiques. Très bien, donc là j'imagine que pour beaucoup ici, vous découvrez ce genre de scénario qui est assez surprenant et assez loin des schémas qu'on peut nous présenter. Évidemment, sur des scénarios comme ça, il y a les contraintes sociétales peuvent évidemment beaucoup changer la chose sur ce type d'évolution. Donc là maintenant, on va arriver sur 2 diapositives de conclusion. Il nous reste 3 minutes 45 et donc là, à charge d'Olivier de conclure. Oui, les modèles, bon, moi c'est ma spécialité, j'aime beaucoup ça, mais enfin il faut faire attention. Hein, les résultats des modèles dépendent évidemment de ce qu'on a mis dedans et puis des contraintes qu'on utilise. Donc pour illustrer ça, quelques exemples. Pour les économistes, le prix, c'est une fonction de la demande sur l'offre, en gros, pour faire simple. Pour moi, le prix, sur le long terme, c'est l'énergie. Hein, c'est-à-dire, on ne peut pas représenter les fluctuations réelles sur le court terme. Par contre, ce qui définit le prix ou la valeur de quelque chose, c'est entre autres sa rareté. Et donc, c'est l'énergie qu'il faut pour l'extraire. Pour les ingénieurs, la capacité de production d'une ressource, elle va dépendre des réserves géologiques uniquement, statiques. En fait, cette capacité, elle va dépendre de la demande. Évidemment, on ne va pas produire quelque chose s'il n'y a pas de demande. Cette demande dépend de la richesse, de la population, des usages, du prix. La demande diminue quand le prix augmente, évidemment, des capacités de recyclage, etc. Donc il faut prendre en compte tout ça. Pour les géologues, les réserves semblent augmenter tout le temps, au cours du temps. C'est ce qu'on a vu dans le passé. Et les géologues disent on va toujours aller vers des réserves de plus en plus mauvaise qualité.
c'est ce qu'on a fait depuis 150 ans, il n'y a pas de raison que ça change. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ça aussi, ça dépend vraiment du rapport entre notre capacité à améliorer les technologies et puis la réalité physique de l'extraction, qui fait que quand on baisse les concentrations, il y a un moment donné où on n'y arrive plus. Voilà, donc c'est quelques exemples pour vous illustrer les différentes approches et qui fait qu'il n'y a pas de réalité, enfin de vérité écrite dans le marbre. Et puis la dernière diapositive. Alors bon, on parle souvent de métaux critiques, vous avez peut-être entendu ce terme-là, c'est-à-dire quels sont les métaux les plus importants à préserver ou qui sont les plus importants pour nos industries. Alors il y a une classification qui est faite du niveau de criticité des différents métaux, dont je ne discuterai pas ici, mais elle a été faite par les industriels et pour les industriels. C'est-à-dire, les industriels ont une vision, on va dire, à 5 ans de l'évolution de leur technologie. Et dans ces métaux critiques, ne sont considérés que les métaux utilisés dans les hautes technologies. Donc principalement dans le secteur des télécommunications, informations, etc. Un petit peu pour la production d'énergie verte, notamment dans les grandes éoliennes qui utilisent des aimants permanents qui contiennent des terres rares. Donc on s'est longtemps interrogé sur les terres rares, etc. Il faut bien comprendre que ces métaux sont produits, chaque métal de ce type-là est produit à moins de 100 000 tonnes par an. D'accord ? La production, pour vous donner un ordre d'idée, la production de cuivre, on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas 100 000 tonnes, c'est 20 millions de tonnes par an. La production d'aluminium, c'est 50 millions de tonnes par an. La production de fer, c'est 2 milliards de tonnes par an. La production de ciment, c'est 4 milliards de tonnes par an. Donc vous voyez bien que ces petits métaux critiques, qui certes sont utilisés comme des petites vitamines pour améliorer les technologies, représentent en fait une quantité infime de toutes les autres matières premières qu'on utilise et sur lesquelles sont vraiment les impacts. La deuxième chose, c'est que les vrais métaux, à mon avis critiques, ou les vrais matériaux, sont ceux qu'on ne peut pas remplacer. Vous ne ferez pas une éolienne de 170 mètres de haut avec du carton. Il faut de l'acier pour ça. Donc c'est ça le métal critique. C'est lui qui est absolument nécessaire au fonctionnement de l'éolienne. Alors on peut citer le fer, on peut citer le cuivre, on peut citer le phosphore qui est nécessaire pour la vie, pour faire des phosphates. Le ciment, les granulats. Les granulats sont utilisés, le sable et les granulats, c'est 75 000 millions de tonnes par an. C'est monstrueux l'utilisation qu'on fait des granulats. Bon, et puis pour terminer là-dessus, puisque Times is up, la question des matières premières est indissociable de celle de l'énergie. J'ai essayé de le montrer. Il faut beaucoup d'énergie pour produire les matières premières. À peu près 10% de l'énergie utilisée mondialement est utilisée pour la fabrication des matières premières. Et il faut également beaucoup de matières premières pour assurer la transition énergétique. Donc là, on se mord la queue. Bon, on n'a pas parlé des dimensions environnementales, sociales, géopolitiques, évidemment, qui sont extrêmement importantes dans ces affaires-là. On ne peut pas tout faire. Et qui, évidemment, ne doivent pas être négligées. En tout cas, c'était le mot de la fin et on peut te remercier, Olivier. Merci beaucoup. Bien, le minuteur a commencé. 14 minutes 58 secondes. Allez-y. Oui.